Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'attends quelques-uns. On va commencer notre live. Bonjour. Bonjour. Qui est là? Bonjour tout le monde. Alors, je vous dis tout. Aujourd'hui, j'ai tellement reçu de messages inbox de parents, amis, connaissances. J'ai reçu tellement de messages. Certains me félicitant pour notre réussite, notre combat sur la dépénalisation la dépénalisation de l'infraction d'adultère. D'autres me condamnant du fait de me battre contre quelque chose que la plupart, notamment des femmes mariées, considèrent comme étant une incitation à la débauche, une insécurité du foyer, une insécurité de la vie de famille, une incitation à l'irresponsabilité. Bien que je l'avais déjà fait à plusieurs reprises, c'est-à-dire tout le temps que nous avons mené ce combat de dépénalisation de l'adultère, je tiens déjà à saluer et à remercier toutes les personnes qui ont pris le courage, parce que oui, il fallait en avoir du courage pour nous soutenir dans ce combat. Toutes les personnes, bonsoir, toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour nous aider vraiment à nous faire entendre. Il y a des personnes dans l'ombre, il y a des personnes qui l'ont fait aussi de manière découverte, enfin du moins à visage découvert, et donc qui ont partagé. On n'a pas eu 100 partages de tout ce qu'on pouvait faire véhiculer comme information sur cette dépénalisation de l'adultère. Il y en a eu, il y a des gens qui ont eu le courage de le faire directement. Et après, vu que ça prenait quand même, enfin il y en a, des avis étaient tellement partagés sur le fait et déjà même la compréhension de ce que c'était la dépénalisation de l'adultère, eh bien, il y en a qui ont osé. Il y a Mariella, que je salue au passage, qui a été une fervente défenseuse, je pense que ça se dit, depuis 2015, puisque tous les termes se féminisent maintenant. Et donc, merci Mariella, merci à toutes les personnes. Je ne peux pas toutes vous citer, peut-être je ferai un post là-dessus pour vous dire merci. Vraiment, merci. Toute seule, je n'aurais pas mené ce combat, ou du moins, on n'aurait pas gagné. On ne l'aurait pas amené à bien. Souvent, quand on s'engage sur un sujet aussi sensible que celui qui vient toucher les mœurs, qui vient toucher les habitudes, et ben, tout le monde, il faut déjà se préparer psychologiquement à ce que tout le monde soit contre toi. Vraiment, si tu veux t'engager sur un sujet sensible et que tu attends à ce que tout le monde vienne t'applaudir, ben c'est que tu as déjà raté, parce que ce ne sera pas le cas, parce que j'ai été beaucoup attaquée par parfois des parents qui m'ont dit, mais pour qui tu te prends? Comment tu peux te lever pour dire que tu te bats contre la pénalisation de l'adultère? Je leur ai dit, mais écoutez, j'ai des raisons qui sont des raisons aussi nobles que les vôtres, mais je pense que les miennes, elles sont celles actuelles et celles qui doivent se faire entendre. Les valeurs ne sont pas éternelles. Les valeurs, on peut le dire, les valeurs ne sont pas éternelles. Ce ne sont pas des essences éternelles. Les valeurs protégées par le droit pénal ne sont pas des essences éternelles. Ce sont des valeurs qui sont appelées à évoluer. Partagez la vidéo s'il vous plaît pour qu'on touche le maximum de personnes, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension dans notre approche.
il y a beaucoup d'incompréhension. C'est pourquoi j'ai décidé de m'entretenir avec vous aujourd'hui pour vous expliquer euh, tous les contours de notre position. Tous les contours de notre position et pourquoi aujourd'hui on s'en réjouit. Ce n'est pas contre quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup de compatriotes qui sont pour la pénalisation de l'adultère et qui souhaiteraient même encore une répression je ne sais pas comment dire, extrême de l'adultère pour espérer avoir une sécurité au foyer. Mais je dis non, c'est une erreur. Parce que dans cela, nous sommes en train de sacrifier un nombre important de choses que finalement nous pouvons éviter. On va faire un peu d'histoire. Vous savez, quand on parle de pénalisation et de dépénalisation, enfin, le droit pénal est comme ça, quoi. Que ce soit le droit pénal des affaires ou tous les autres domaines du droit pénal, c'est des mouvements de pénalisation, de dépénalisation. C'est en fonction des évolutions des sociétés, en fonction des circonstances, des nécessités, en fonction de l'intérêt à protéger une valeur. Quelles sont les valeurs que le droit pénal protège? Les valeurs que le droit pénal protège sont d'abord la vie, pour toutes les infractions relatives aux atteintes à la vie, des coups et blessures, des meurtres et tout. Ensuite, le droit pénal va venir protéger la propriété. Donc, pour toutes les infractions qui seront relatives aux appréhensions, frauduleuses, aux soustractions frauduleuses, aux extorsions et tout ce qui s'ensuit, ce sont des valeurs que protège le droit pénal. Alors, quand on invite le droit pénal sur le lit conjugal, ça me pose problème. Ça me pose problème, pourquoi? Parce que je suis pénaliste aujourd'hui et j'estime que l'on invite le droit pénal, qui est un droit quand même rigide, qui est un droit grave, parce qu'on parle quand même d'emprisonnement, sur un lit conjugal, sur des rapports contractuels, sur les rapports de cœur. C'est en gros comme si on me disait qu'en fait, je me mariais sous contrainte ou je restais mariée sous contrainte. Donc, pour moi et pour un certain nombre de personnes qui partagent mon avis, pénaliser l'adultère, c'est aussi ouvrir, ou du moins, c'est aussi dépénaliser le divorce. Parce qu'on ne saurait en aucune manière dire que l'on pénalise l'adultère et d'ouvrir droit à divorce. Donc, vous voyez un peu, ce sont ces incohérences-là qui m'ont amené à me dire, mais notre cher législateur, il a quand même, une certaine manière de voir, lui, les choses. On va faire un peu d'histoire. Donc, après que je vous ai expliqué déjà ce que c'est la pénalisation, pénaliser, c'est prévoir des infractions, prévoir des sanctions à un comportement. Peu importe le comportement, s'il porte atteinte de manière considérable à la société, à l'ordre public étatique, à tout ce qui s'ensuit, le législateur va s'asseoir et dire non, ce comportement devient de plus en plus dangereux, il inquiète la sûreté de l'État, il inquiète la paix, il inquiète le vivre ensemble. Il faut absolument que ça cesse, donc il faut pénaliser. Et là, on prévoit des sanctions à des comportements qui hier n'étaient pas pénalisés. C'est ça le processus, ou sinon c'est ça l'action de pénalisation. Maintenant, quand on vient dépénaliser, du fait des évolutions des sociétés, du fait des considérations qui évoluent, sachant que les valeurs, je le redis encore, ne sont pas des valeurs, des essences éternelles, forcément les choses évoluent, les considérations évoluent. Le législateur va se poser la question, est-ce qu'il y a encore la nécessité de prévoir une infraction pénale pour tel ou tel comportement? Puisque les sociétés ont évolué, puisque les sociétés sont devenues beaucoup plus responsables et qu'elles peuvent se prendre en charge. Donc, le législateur va venir dire, non, il vaut mieux que l'on dépénalise. Donc, et quand on dépénalise, on supprime la sanction, on supprime l'infraction. Partagez. On supprime l'infraction, on supprime la sanction. Alors, qu'est-ce qu'il a fait notre très cher législateur gabonais? Le législateur de 1963 a prévu dans le code pénal des infractions relatives au mariage.
parmi lesquels il y avait bien entendu l'infraction d'adultère. C'est quoi l'infraction d'adultère? L'infraction d'adultère pour le législateur de 1983 était le fait pour une personne dont les liens contractuels de mariage monogamique d'entretenir une relation extra son partenaire légitime, extra son partenaire légal, donc extra, enfin, si vous voulez, extra-conjugal. Sauf que le législateur de 1963 avait une considération bien particulière à lui de ce que l'on peut appeler aujourd'hui adultère, parce que les conditions, les éléments constitutifs de l'infraction d'adultère en 1963 n'étaient pas les éléments constitutifs que l'on peut avoir aujourd'hui. Parce qu'en 1963, du fait des considérations sociétales, que je ne critique pas parce que chaque temps a ses réalités, on fait que il y avait deux articles dans le texte de 1963. Il y avait l'article 267 qui parlait de l'adultère du fait de la femme. Et donc, dans cet article, je ne l'ai pas sous mes yeux pour le citer, mais j'ai au moins l'idée générale de cet article. Cet article disposait que était en situation d'adultère, donc punissable, la femme qui, par quelque moyen que ce soit, était convaincue d'adultère. La femme qui, par quelque moyen que ce soit, en gros, une femme en gros qui était dans... En gros, bonsoir, s'il vous plaît. Donc, en gros, une femme qui était mariée sous le régime monogamique, qui trompait son mari, était passible de peine d'emprisonnement allant de 1 mois à 2 ans. Sauf que le législateur, dans son ambition très masculine, très un peu macho là, de dire que bah non, en aucune manière, la femme ne peut pas tromper son mari. Il a laissé une liberté de la preuve de cet acte d'adultère, parce que rappelons-le, que ce soit le législateur de 1963 jusqu'à celui de 2013, l'adultère était toujours... enfin actionné, activé par bien entendu l'un des époux, donc l'époux qui s'estime avoir été trompé, qui pouvait attraire l'autre en justice. Donc revenons à notre très cher article 267 du Code pénal ancien gabonais. Il disait donc que, il disposait que la femme, une fois qu'elle était suspectée par son mari, par quelque manière que ce soit, pouvait faire de la prison. En français, facile. C'est-à-dire qu'il suffisait que le mari dise « Ah non, je ne veux plus que tu parles avec tel homme » parce que c'était une preuve suffisante. C'est-à-dire que la preuve était tellement légère, c'est-à-dire que le législateur ne prévoyait même pas qu'il y ait véritablement de preuves flagrantes pour considérer l'adultère du fait de la femme. Et dans ce cas, le législateur de 1963 punissait non seulement la femme, mais le chizo, ou la personne avec laquelle la femme était suspectée d'avoir commis l'adultère, vrai ou pas. Il suffisait d'une petite lettre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Il suffisait d'un petit message provenant d'un homme. Le mari pouvait attraire sa femme en justice pour adultère. De jurisprudence, est-ce qu'il y a eu des cas où les maris ont effectivement joui de ce droit de traduire leurs épouses devant les tribunaux correctionnels pour adultère? Je ne pense pas, mais je sais que cela a eu un fort impact dans le fonctionnement du couple, a eu un fort impact dans la conception même du couple, dans la place de la femme, parce que pour les hommes qui avaient connaissance de cette disposition pénale, je pense que ceux qui étaient mariés faisaient un peu du chantage à leur femme, leur disant qu'écoute,
Il suffisait qu'un homme décide un matin qu'il ne veut plus voir son épouse avoir des relations, même amicales, hein, avec n'importe quel homme. Et si l'épouse venait à lui dire, mais écoute, c'est mon frère, c'est un ami, c'est un condisciple, c'est un frère du village, pourquoi je devrais me refuser le droit d'être en rapport avec lui parce que tu ne veux pas tout simplement? Et là, le mari pouvait gentiment sortir cet article du code pénal pour dire, hé ma chérie, regarde ici, regarde ce que dit la loi. L'article 267 dit que par quelque moyen que ce soit, je peux t'attraire devant les tribunaux correctionnels pour adultère, puisque la preuve est tellement libre, je peux jouir de tout moyen pour prouver qu'il y a eu une relation entre vous deux. Donc, c'était un moyen de pression pour tenir les femmes à carreau, pour les mettre dans cette situation de dominer, dans cette situation de fragilité, de vulnérabilité émotionnelle et même de se dire qu'elle n'avait pas droit à l'erreur. Une femme, pour le législateur de 1963, n'avait pas droit à l'erreur et devait se tenir à carreau parce que tous les hommes instruits de l'époque, avaient connaissance de ce texte. Et je ne sais pas combien de nos sœurs, de nos compatriotes, de nos mamans ont souffert des menaces internes du fait de ce texte. Beaucoup ne sont pas allés jusqu'à porter plainte, mais il y a beaucoup qui ont bien usé de ce texte, de l'article 267 du Code pénal, pour menacer nos mamans, pour dire, écoute, si tu essayes de faire X ou Y, ou de lever ta tête, ou t'isoler socialement, c'est-à-dire, vous savez, il y a des femmes qui ont des amis qui sont hommes, et avec qui ça se passe plutôt bien que d'avoir des amis qui sont femmes. Alors, le mari jaloux, il va tout simplement dire, non, écoute, ma chérie, je ne veux plus que tu te balades ou que tu traînes avec telle ou telle personne. Si tu continues, écoute, je vais te porter plainte pour adultère. Et s'il portait plainte, oui, on allait retenir cet adultère parce que la preuve est libre. Revenons encore maintenant de l'adultère du fait de l'homme. Donc, on a bien retenu que le législateur de 1963 prévoyait que la femme, dès qu'elle était suspectée d'adultère, en gros, il suffisait de n'importe quelle preuve, il suffisait qu'un voisin dise qu'on a vu telle ou telle personne avec ta femme, le mari, il prenait cela pour attraire sa femme en justice. Donc, vous voyez un peu les violences psychologiques que pouvaient avoir certaines femmes dans certains foyers. Bonsoir tout le monde. Merci de partager la vidéo. Aujourd'hui, je veux vraiment vous donner toute la vérité sur cette question de dépénalisation qui essaye un peu il paraît qu'on signale ma vidéo. Je ne sais pas ce qu'on fait dans ce cas. Bref, je vais essayer de continuer. Et donc, on arrive à cet article 268 du Code pénal. Merci pour les cœurs. On arrive à cet article 268 du Code pénal qui, lui, il traite de l'adultère du fait de l'homme. Qu'est-ce que prévoyait notre très cher législateur gabonais de 1963? Notre très cher législateur gabonais de 1963 disposait ce qui suit. L'homme n'est en condition d'adultère que si et seulement si il venait à amener sa tisa, sa maîtresse du dehors, dans le foyer conjugal de son épouse légitime sous le régime monogamique et l'y faisait vivre, l'y faisait établir domicile. Vous comprenez bien ce que je dis? Ça, c'est le législateur de 1963. Donc, pour moi, en gros, il n'y avait pas d'adultère pour les hommes. Parce que, on dit bien, il y a un principe de l'égalité criminelle, de l'égalité pénale, de délit et des peines, et tout, donc qui prévoit que tout ce qui n'est pas prévu par le législateur n'existe pas. Donc, si le législateur n'a pas interdit quelque chose, n'a pas expressément dit quelque chose, ça n'existe pas, on n'invente pas la loi. Donc, le législateur gabonais de 1963 qui retient pour seule condition, pour seul élément constitutif d'adultère de l'homme, du fait de l'homme, c'est le fait pour l'homme de prendre sa maîtresse dehors, pour être un peu vraiment terre à terre, de prendre sa maîtresse dehors, de la mener dans son foyer conjugal
et de l'entretenir dans ce même foyer conjugal, sachant qu'il est marié et sachant que sa femme vit dans le même foyer que lui et avec cette maîtresse nouvellement arrivée dans la maison. Donc, c'était cela, en gros, l'adultère de 1963, qui a duré jusqu'en 2013, hein, pour vous dire. Donc, jusqu'en 2013, un homme pouvait avoir 10 000 femmes dehors. Un homme pouvait avoir 10 000 maîtresses dehors. Tant qu'il les entretenait dehors, pour le législateur gabonais, ce n'était pas de l'adultère. Ces hommes n'étaient pas en situation d'adultère dont leurs épouses ne pouvaient pas s'en prévaloir. Leurs épouses ne pouvaient pas aller voir le juge correctionnel pour dire « je vais porter plainte contre mon mari parce qu'il me trompe ». Donc, tous les hommes, jusqu'en 2013, pouvaient avoir 10 000 femmes dehors, sachant ils ont contracté un mariage monogamique. Et pour le législateur gabonais, c'était normal, quoi. C'était normal. On retenait l'adultère que si et seulement si le mari prenait sa maîtresse dehors, la menait à la maison, la faisait cohabiter avec l'épouse légitime. Et oui, là, pour le législateur gabonais de 1963, il y avait adultère. Vous-même, vous voyez un peu le scandale. En fait, je ne fais pas de procès d'intention à notre cher législateur parce que je suis contente, enfin, qu'il m'ait écouté, qu'il ait dépénalisé l'adultère finalement. Alors, ces deux textes, je suis tombée dessus en 2016. J'étais en Afrique du Sud et je devais faire un exposé sur les réalités relatives au mariage et tout. Et donc, j'ai essayé de fouiller un peu mon code pénal. Et je suis tombée sur ces deux articles, donc j'ai fait tout un exposé dessus. Ça m'a choquée, mais à ce moment-là, je n'ai pas voulu en parler. J'avais fait une petite vidéo, je crois, soit je l'ai perdue ou je ne sais pas. Et donc, ça m'a quand même questionnée. C'est un problème qui m'a questionnée. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'en 2016, où j'avais ce texte-là, il soit encore possible ça? Et finalement, je découvre que non, il y a eu quand même un peu d'évolution parce que dans la politique criminelle, il y a beaucoup plus de femmes qui interviennent parce qu'il y a beaucoup plus de femmes instruites, il y a plus de femmes de pouvoir au Gabon. Et donc, dans cette politique criminelle et autres, le législateur et tous les acteurs ont jugé bon de modifier les dispositions des articles 267 du Code pénal et 268, déjà en les ramenant à un seul article, et en rétablissant une certaine égalité entre les hommes et les femmes. Bonsoir maman. En rétablissant cette égalité du fait déjà de la considération de la situation d'adultère. Et là, le législateur n'a plus voulu considérer l'adultère que du fait de la femme, en gros. Aussi, ce qui était bien et remarquable pour le législateur de 1963, c'est que on condamnait l'adultère de la femme et du chizo. Mais on ne condamnait pas l'adultère du mari et de la chisa. On condamnait que le mari. Et c'était à la femme de porter plainte et la femme pouvait arrêter la procédure à n'importe quel moment. Et vice-versa. Le mari, par contre, lui, s'il avait porté plainte à la femme, il pouvait décider d'interrompre l'exécution de la peine d'emprisonnement de la femme par une simple petite signature ou bien un simple aveu ou une simple reconnaissance, je ne sais pas quoi, de récupérer sa femme et de la prendre encore comme épouse. Vous voyez un peu le traumatisme, c'est-à-dire qu'un homme, il trouve que tu l'as trompé, il t'envoie en prison, il envoie soit ton prétendu amant ou je ne sais pas qui en prison, il envoie aussi toi-même, parfois tu es la mère de ses enfants en prison. Et bon, comme la peine c'est 2 ans, bonsoir ma chérie, partageons. Comme comme on dit, la peine c'est 2 ans. Il voit que bon, ok, elle a quand même assez payé, hein. Elle a fait 1 an déjà, c'est suffisant. Donc,
je peux déjà lui dire de sortir. Et comme le législateur me dit, si je veux qu'elle sorte, il faut que je la reprenne comme épouse. Donc je dis, bon, ok, vous pouvez me la libérer 1 an de prison après. Et puis je pars l'accueillir au sortir de prison et elle rentre tranquillement à la maison avec... Vous voyez un peu le traumatisme. Et franchement, je ne m'imagine pas. Je me dis, mais oulala, nos mamans ont souffert en fait. Pour toutes les femmes qui ont pu subir, enfin, ne serait-ce que les menaces. Je ne dis pas forcément qu'il y a beaucoup d'hommes ou il y a des hommes qui ont attrait leurs épouses en justice pour les faits d'adultère, mais je me dis quand même qu'il y a beaucoup, parce que j'en ai rencontré pas mal, qui m'ont raconté, quand je faisais mon combat là de dépénalisation, qui ont menacé leurs épouses avec ce texte leur disant qu'écoute, tu ne te conduis pas comme je veux, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, écoute, moi je te porte plainte pour adultère, j'ai les preuves. Soit ils fabriquent les preuves, parce que à ce moment-là, oui, ils pouvaient amener n'importe quelle preuve et les juges étaient tenus de les prendre. C'est ce que disait le législateur. Et donc, il y a eu un peu de bon sens en 2013, une petite évolution sociétale aussi en 2013. Donc, ce bon sens qui a amené le législateur à se dire quand même, les femmes sont nos femmes et on les aime et elles sont quand même aussi des êtres humains au même titre que nous. Donc, s'il y a adultère dans le cadre d'un régime monogamique, eh bien, cet adultère doit être constitué de la même manière que ce soit du fait de l'homme ou du fait de la femme. Et c'est comme ça, finalement, que ils ont opté, le législateur de 2013 a décidé de changer les textes par un seul article 268 qui, lui, venait maintenant reprimer l'adultère de façon générale, avec à peu près les mêmes conditions, les mêmes éléments constitutifs, avec les mêmes peines aussi, sauf que cet article 268 de 2013 vient tenir responsable aussi la TISA, qui n'était pas responsable dans les dispositions du législateur de 1963. Donc, en 2013, puisque nous tous on veut l'égalité, donc vous voyez comme le long chemin qu'on a parcouru de 1963 à 2013, on dit ok, il y a, enfin, égalité des éléments constitutifs de l'adultère, et donc même la TISA aussi est déjà condamnable. Moi, ça m'a choquée. Je me suis dit encore une fois, comment est-ce que dans un contrat, on peut contraindre des tiers à ce contrat pour des choses pour lesquelles ces tiers ne se reconnaissent pas. Parce que le tiers qui est la TISA ou le tiers qui est le TISO, ce ne sont pas des personnes parties au contrat de mariage. Donc, des obligations relatives au contrat de mariage ne devraient tenir contre les personnes qui se sont engagées dans le lien de mariage et pas contre les tiers. Enfin, j'ai pas compris ce truc. J'y réfléchissais, je me disais peut-être un jour j'en parlerai, peut-être pas. Bon, je savais déjà que j'allais être combattue, assassinée sur la place publique, tout le monde allait venir m'insulter, que voilà, je soutiens la dépravation des mœurs, nanani, nanana, bref. Je me suis dit peut-être un jour j'aurai le courage d'en parler, enfin j'aurai le temps surtout d'en parler. Et puis j'ai laissé passer et finalement, quand je tombe encore sur ce titre, après mes petites formations de pénaliste et tout, je me rends compte mais de la gravité de l'acte du législateur. Je me dis, mais monsieur le législateur, enfin, c'est des questions un peu que je me suis posées. Qu'est-ce qui a pu traverser ces hommes, majoritairement, parce qu'il faut le dire, le législateur est majoritairement masculin. L'Assemblée nationale est faite de plus d'hommes que de femmes. Donc, il faut bien entendre que pour qu'un jour, on voit les intérêts des femmes respectés, honorés, qu'on compte sur nos hommes, quoi. Parce que sinon, on ne pourra pas faire autrement, parce qu'on n'est pas suffisamment représentatif dans les instances décisionnelles. Et donc,
je me pose des questions, je fais des petits courriers, j'envoie des petits messages à des gens, je dis non, absolument, il faut que l'on procède à la dépénalisation de cette infraction. J'ai d'abord fait les posts tous azimuts sur Internet, après j'ai fait des choses un peu plus construites, après j'ai lancé une campagne de, comment on appelle, j'ai lancé une pétition en ligne, j'ai fait signer la pétition, j'ai fait une autre pétition hors ligne, j'ai adressé la pétition au gouvernement et oui, au gouvernement gabonais. En tout cas, tous les moyens que j'ai pu avoir en ma possession, je les ai utilisés pour faire entendre cette nécessité de dépénaliser l'adultère en amont. Parce que pour moi, c'est une question purement civile qui trouve ses solutions au civil. Le mariage, ce n'est pas une contrainte. On ne peut pas contraindre quelqu'un à être fidèle. Ce n'est pas possible. Donc, mes chers parents, mes chers compatriotes, mes chères mamans, mes chères sœurs, mon action, ou du moins ce qu'a été mon combat contre la pénalisation de l'adultère, n'était pas un combat qui viendrait mettre en danger vos foyers. N'était pas un combat qui légitimerait la dépravation. N'était pas un combat, une action qui légitimerait l'irresponsabilité. Parce que personne n'est utilement responsable par la contrainte. Dès lors que les mesures de contrainte se posent quelque part, ce n'est plus du fruit de la liberté, ce n'est plus du fruit de l'amour. Parce qu'on se marie par amour. Pour moi, on se marie pour amour d'abord. On ne se marie pas forcément pour des questions d'attirance que l'on peut avoir sur quelqu'un, parce que tout le monde peut être attiré par X ou Y. C'est pas pour autant qu'on veut finir sa vie ou on veut faire un bout de sa vie avec la personne. Donc, l'argument qui viendrait dire que dépénaliser l'adultère au Gabon serait mettre en danger les foyers, franchement, je dis, non seulement c'est trop bas, et en plus c'est creux. Et de voir que ce sont mes compatriotes, mes grandes sœurs, juristes, qui ont eu des responsabilités pour la plupart et qui les ont même nationales, qui viennent soutenir que dépénaliser l'adultère est égal à la dépravation des foyers, est égal à l'insécurité du foyer. Mais je dis non. Je dis non, ce n'est pas ce qui va donner de la crédibilité à votre couple, ce n'est pas ce qui va donner de la sécurité à votre couple, ce n'est pas ce qui va empêcher un homme de tromper sa femme parce qu'il y a un texte qui existe, ce n'est pas non plus ce qui va empêcher une femme de tromper son mari. Et puis quand on parle d'adultère, je vois pas mal de personnes qui pensent que l'adultère ce n'est que du fait de l'homme, mais non, l'adultère n'est pas que du fait de l'homme, l'adultère est du fait de l'homme comme il peut être du fait de la femme. Combien de femmes connaissez-vous adultérines? Combien d'hommes aussi vous connaissez? C'est vrai que ça a toujours été répandu que ce sont les hommes qui sont volages, nanana, mais nous aussi les femmes, on est volages parfois. Oui, il faut oser se le dire. Donc, quand le législateur prévoit un texte qui était aussi répressif que celui-là, mon Dieu, je vous explique pourquoi j'étais fondamentalement contre ce texte. J'étais fondamentalement contre ce texte parce qu'il était attentatoire aux libertés individuelles et qu'il était contre les valeurs que le droit pénal est censé protéger. De la prison, ce n'est pas n'importe quoi. De la prison, c'est sérieux quand on dit vous êtes condamné à de l'emprisonnement. Vous êtes privé de liberté. Vous perdez beaucoup. Vous perdez de votre vie, un peu, de votre estime. Vous perdez de votre honneur. Vous perdez de tout quand on va en prison. Les prisons, et surtout dans nos contextes africains, dans notre contexte gabonais, sont des centres de déshumanisation. Je le dis et je pèse mes mots. Les prisons sont des centres de déshumanisation. Alors, vous toutes là qui plaidez pour la pénalisation de l'adultère, j'aimerais que vous m'expliquiez un truc.
quelque chose. Vous êtes marié à un homme. Vous prétendez aimer cet homme. Cet homme est parfois le père de vos enfants. Vous êtes pour la plupart chrétienne, même si j'aimerais rester plus ou moins laïque sur ce sujet. Et puis, vous êtes contre la dépénalisation de l'adultère. Ce qui veut dire que pour vous, c'était votre sécurité d'avoir un mari fidèle. C'était votre assurance de fidélité, cette loi. C'était votre assurance de fidélité. Donc, cet homme que vous dites aimer pour l'adultère du fait de l'homme, cet homme qui est peut-être le père de vos enfants, cet homme qui est un père de famille formidable, exemplaire, cet homme qui est responsable de toute sa famille élargie, cet homme qui est un responsable administratif ou je ne sais pas, cet homme qui est un responsable politique quelque part, cet homme qui est responsable d'une assemblée, cet homme qui a une crédibilité, cet homme qui est un père de famille exemplaire, cet homme qui prend soin de vous, cet homme que vous dites aimer. Vous allez accepter de l'envoyer en prison. Vous allez accepter de l'envoyer dans ce centre de déshumanisation tout simplement pour une affaire de sexe. Tout simplement pour une affaire de sexe. Parce qu'il vous a trompé, vous allez accepter que cet homme qui est votre homme, d'abord, cet homme qui est le père de vos enfants, pour ceux qui en ont, cet homme qui est un père de famille, un responsable institutionnel quelque part, vous allez le réduire à un centre de déshumanisation parce qu'il vous a trompé. Mais j'aimerais vous poser une question. Vous êtes sa mère, vous êtes son père, vous êtes qui en fait pour cet homme? Aujourd'hui, moi, je suis mère. J'ai un garçon. Je n'aurais pas aimé que demain, parce que mon fils a décidé d'épouser une femme ou de se marier avec une femme, et qu'il a peut-être failli dans ses obligations de fidélité en allant voir une autre femme, se retrouve dans un centre de déshumanisation parce qu'il a trompé sa femme. Je suis désolée, il y a beaucoup de voies légales qui sont ouvertes au civil pour. Votre homme vous trompe. Ça ne passe pas, vous ne voulez pas, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il vous ait trompé. Oui, je vais revenir, monsieur sur votre question. Donc, pour ne pas perdre le fil de mon idée, donc je disais tantôt que au civil, il y a une panoplie de choses à faire. Le mariage est avant tout un contrat entre deux personnes, dans le cadre d'un mariage monogamique. Même dans le cadre d'un mariage polygamique, c'est toujours un contrat entre deux personnes parce que la seconde épouse ne va pas contracter avec la première et son mari. Elle va contracter qu'avec son mari. Donc, les obligations sont tenues entre les deux, pas avec les autres épouses. Donc, ce qui fait que si votre mari vous trompe, et vous avez la preuve palpable qu'il vous trompe, soit il a fait un enfant dehors, soit vous le savez d'une manière ou d'une autre, et que vous ne voulez plus, et que ça vous fait tellement mal, parce que c'est aussi cela. Je pense qu'il ne faut pas que l'on se marie par nécessité. Marions-nous par amour. Et l'amour dont je parle, ce n'est pas de l'attirance, c'est un amour qui dit j'accepte mon prochain tel qu'il est. Je suis prêt à le supporter dans ses revers, dans ses bonheurs, dans ses difficultés. Et je suis disposée à ouvrir une discussion dès lors qu'il y a des difficultés pour voir comment est-ce qu'on s'en sort. Je pense que c'est pour ces raisons-là. Si vous vous mariez par nécessité de classe sociale, si vous vous mariez parce que nous-mêmes aussi nous avons mis le mariage comme une réussite sociale, parce que c'est aussi cela qui crée toutes ces frustrations qui font que une femme, elle est maltraitée dans son foyer, dans son mariage, ça ne va pas, elle ne va pas oser le dire, elle ne va pas oser divorcer, elle ne va pas oser quitter tout simplement parce qu'elle a honte
du regard de la société pour dire, ah, mais c'est pas elle qui faisait le, comme on dit chez nous, le ngunda ngunda là, parce qu'elle était mariée et tout, elle pensait qu'elle était arrivée, elle avait réussi. Aujourd'hui, c'est fini. Tout simplement pour ça, il y a des femmes qui vont continuer à subir dans les foyers. Et c'est pareil pour les hommes. C'est pareil pour les hommes. Monsieur Mesu qui me demande, la dépénalisation est au profit de qui? Lorsqu'on sait que aussi bien la femme que l'homme sont souvent pris sous le coup de l'adultère. Ben, si vous m'aviez suivi, Monsieur Mesu, vous aurez totalement compris tout ce que j'ai dit, que ben, bien entendu, même si on se le cache souvent, l'adultère n'est pas que du fait de l'homme. L'adultère est aussi bien du fait de la femme que du fait de l'homme. Donc, la dépénalisation aujourd'hui n'est au profit de personne. La dépénalisation est au profit de l'humanité. La dépénalisation est au profit du vivre ensemble. La dépénalisation est au profit des valeurs sociétales, au profit de l'intérêt familial. Parce que je vais vous dire, quand il y a la pénalisation de l'adultère, pourquoi est-ce que j'ai lutté contre? Pourquoi est-ce que je me suis battue comme j'ai pu avec les petits moyens que j'avais contre cette pénalisation? Parce qu'après, on ne voit pas ce qui est derrière. Qu'est-ce qui est derrière l'adultère? Prenons le cas d'un homme qui trompe sa femme. En trompant sa femme, il a dehors une maîtresse. Avec cette maîtresse, ils ont des enfants ou ils ont un enfant. Il y a même un cas qui a fait jurisprudence, je pense, récemment, l'année dernière au Gabon. C'est un peu le cas qui m'a vraiment révoltée, qui a fait en sorte que je fasse tout le bruit, que j'ai fait autour de cette question d'adultère. Et donc, ce texte-là, je l'ai combattu. Pourquoi? Donc, vous voyez, la femme légitime, elle en a marre de l'infidélité de son mari, elle en a marre des réponses elle en a marre de la présence d'une autre femme dans la vie de son mari. Pourtant, elle le savait, elle l'avait même déjà accepté. Et après un jour, du jour au lendemain, puisque ça se passe plus forcément bien entre la Tchisa et elle décide d'attraire son mari en justice. Entre-temps, la Tchisa du dehors était enceinte d'un second enfant du mari. Et donc, les juridictions se saisissant de l'affaire, je pense, le commissariat, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ils décident d'arrêter la femme, une femme enceinte de 5 mois, on la place en garde à vue pour adultère. Cette femme a un petit garçon de 5 ou 4 ans, je ne sais pas trop l'âge, mais un petit garçon qu'elle doit abandonner parce que non seulement on ne tient même pas compte de son état de grossesse de 7 mois, mais nous les femmes, on est suffisamment cruelles. Hein. En plus, non seulement elle est enceinte de 7 mois, pour une femme, tous les traumatismes que ça peut représenter psychologiques, en plus, elle laisse son enfant. Ça, c'est du point de vue du dehors, donc de la maîtresse. Pour l'homme qui a été adultérin, donc, qui lui aussi, parce que c'est de son fait qu'on attrape la femme, parce que c'est automatique, c'est ce que prévoyait le législateur. Donc, pour l'homme qui, lui, aussi, a été attrait devant les juridictions pour les faits d'adultère, il est arrêté, il est placé en garde à vue. C'était peut-être un directeur général d'une entreprise, je ne sais pas. Ce qui est sûr, il va perdre son boulot parce qu'il n'y a personne qui va nommer comme directeur général quelqu'un avec un casier judiciaire bien sali. Après, il va abandonner ses enfants. Donc, s'il avait les enfants, et c'était le cas, hein, s'il avait les enfants avec son épouse légitime, donc, il va abandonner ses enfants. Il va, tous ses enfants, hein, et que ce soit les enfants légitimes, donc avec l'épouse légalement mariée, et l'enfant du dehors. Voilà que la loi, voilà que le législateur rend orphelin provisoirement, ou je ne sais pas comment je peux le dire, des enfants innocents qui avaient l'habitude d'être accompagnés à l'école par leur père, qui avaient l'habitude de discuter le soir avec leur père, qui avaient un repère. Soyons un peu dans la situation où si c'est cet homme-là qui était la principale source de revenus de la maison. La femme l'a envoyé en prison.
Et la perversité de ce texte, mon Dieu, c'est surtout que le législateur prévoyait que quand tu reviens de prison, c'est-à-dire qu'après avoir été en prison, après avoir été dans ce centre de déshumanisation, tu perds tous les repères. Pour l'homme qu'on a mis en prison à cause de l'adultère, il perd son emploi, il perd sa crédibilité, il perd son statut social, il perd tout, il revient de là-bas, il est désossé, il est humilié, sa vie est foutue, c'est fini. Hein. Pour les gens qui sont au privé, je ne sais pas comment il fait pour se reconstruire. Toutes les petites économies qu'il avait, il a dû s'en servir pour survivre en prison ou bien pour essayer de payer l'école des enfants. À la maison, si c'est papa qui payait l'école, il faut qu'on change d'école aux enfants, il faut qu'on les amène dans des écoles moins onéreuses. Après, pour celui qui est dehors, on ne sait même pas avec qui il est parce qu'il n'a ni son père ni sa mère. Parce que les enfants de la maison encore auront leur mère. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe, vous qui défendez bec et ongle là, la pénalisation de l'adultère? Qu'est-ce que vous pensez que ça qui se passe dans la tête de ces enfants qu'on prive de leurs parents pour une histoire de sexe? Toi, la femme mariée, qui est contente qu'il y ait la pénalisation de l'adultère, toi qui envoies ton mari en prison, qui est l'enfant de quelqu'un parce qu'il t'a trompé, toi, qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Que papa n'est pas là parce que je l'ai envoyé en prison parce qu'il a fait les bêtises avec une autre maman? Quand ces enfants seront grands, c'est des choses qui ne se cachent jamais. Mais leur père va leur dire, vous savez, j'ai fait de la prison. Papa, tu as déjà fait de la prison dans ta vie? Bah oui, j'ai fait de la prison. Combien? 1 an, 2 mois, 1 mois, enfin 2 ans. Mais comment ça se fait, papa? T'es un criminel, t'as tué quelqu'un? Bah non, c'est ta mère qui m'a mis en prison parce que je l'avais trompé. Vous voyez un peu? Est-ce que ça enfin, je sais pas, je m'adresse à vous, vous les femmes qui vous battez sur les réseaux sociaux là. Je vois que vous avez même des conférences en vue pour dénoncer la dépénalisation de l'adultère. J'aimerais que vous m'expliquiez pour ces enfants-là, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine cohérence, que ce soit dans nos manières d'agir. C'est bien, hein? Je sais que je ne vais pas être plébiscitée par qui que ce soit, mais tant que je sais que j'essaie d'être dans le bon sens et j'essaie d'être dans la justice, franchement, tout ce que les autres peuvent penser après, franchement, je n'attends pas de recevoir un César, je ne sais pas trop quoi. Donc, je sais que beaucoup seront contre moi, mais j'ai tenu à m'exprimer, à m'expliquer parce qu'il y a eu tellement de désinformations, de mauvaises interprétations de mon action. Qu'est-ce que vous faites de ces enfants que vous rendez orphelins du fait d'une histoire de sexe? Qu'est-ce que vous en faites, ces enfants? Et les enfants de la maîtresse dehors. Et cette femme-là, et quand je vois que les femmes qui se disent je sais pas, défenseuses, ça se dit parce que tous les termes ont été aujourd'hui féminisés, les femmes qui se disent défenseuses des droits des femmes, soucieuses de la cause féminine, quand je vois ces femmes-là, mon Dieu, je me dis souvent, à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'il va notre combat, qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que je me lève pour dire je me bats pour les droits des femmes ou je me lève pour me battre pour les droits d'une catégorie de femmes? Ça, c'est aussi notre problème. Parce que vous toutes là, qui êtes blogueuses, qui êtes influenceuses, qui êtes grands types là de la République, vous vous dites que vous vous battez pour les femmes, pour la cause féminine et que finalement, vous pointez du doigt aux prostituées, vous pointez du doigt aux tisa, vous pointez du doigt à toutes les autres femmes là, et vous vous dites que vous vous battez pour la cause féminine. Je suis désolée, vous ne vous battez pas pour la cause féminine, vous vous battez pour les causes qui sont déjà... Donc, c'est pour éviter tous ces traumatismes-là, tous ces traumatismes sur les enfants, toutes ces incohérences. Pourquoi je parle d'incohérence? Je parle d'incohérence parce que, tout simplement, le législateur lui-même a décidé d'enlever le terme enfant adultérin, ça n'existe plus, et de conférer les mêmes droits à un enfant conçu de manière adultérine, donc dans une relation extra-conjugale, que celui qui a été conçu légitimement.
Comment, en fait, moi je trouve c'est tellement incohérent pour le législateur de dire, enfin, heureusement qu'il s'est ravisé, je suis heureuse. Je trouve quand même que c'est grave que le législateur dise non, les enfants qui naissent dans ces contextes-là, hein, ils ont les mêmes droits que les enfants qui sont à la maison. Hein. Et, oups, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants qui naissent dans ces contextes-là ont les mêmes droits que les enfants qui sont à la maison, mais que finalement, il faut que la mère de cet enfant aille en prison avec le père. Il faut que les deux aillent en prison parce que non, non, moi je ne peux pas accepter l'adultère. Je condamne l'adultère. Je condamne l'adultère, mais je ne condamne pas le fruit de l'adultère. C'est de cette incohérence-là dont je parle. Et c'est pourquoi nous nous sommes battus pour dire non. Pour dire non à cette loi parce qu'elle était contraire aux libertés fondamentales. Priver quelqu'un de liberté, de sa liberté, ce n'est pas une chose. Priver quelqu'un de sa liberté, ce n'est pas une chose simple, c'est quelque chose de très très grave. Alors, il faut que l'on prive de liberté les gens quand ils ont vraiment commis de vraies infractions. On n'oblige personne à rester marié. Chère dame, vous êtes valeureuse, vous êtes vertueuse, vous êtes importante. Mariez-vous pour ceux qui le sont déjà. Renforcez l'amour au sein de vos foyers. Ne comptez pas sur une quelconque loi pour venir vous garantir la fidélité de vos hommes. Chers hommes, ne comptez pas sur une quelconque loi pour venir vous garantir la fidélité de vos femmes. Parce que là, ce ne sera qu'un outil dont vous avez besoin pour assurer et appliquer des contraintes psychologiques et psychiques sur des gens, sachant qu'il y a très peu qui iront porter plainte. C'est du chantage que vous voulez faire. Toutes les femmes mariées, je le dis et je l'assume, toutes les femmes mariées qui sont juristes, qui sont intellectuelles, qui sont contre la dépénalisation de l'adultère. Vous savez quoi? Vous cherchez, ce que vous réclamez, c'est votre pouvoir de chantage. L'objet du chantage. Parce que vous saviez qu'avec cette loi, si votre homme vous trompait, vous le chantez, vous lui ferez un peu de chantage à la maison et vous direz, ouais, enfin, écoute, si tu ne te conformes pas comme je veux, je vais t'affaire en justice, nanani, nanana. Oh, excusez-moi, ça bouge. Je ne sais pas quoi faire, mais ça bouge tellement. Donc, c'était un peu vous donner ma petite vérité en toute lucidité, malgré l'heure qui est là maintenant. C'est pas possible ça. Donc c'était un peu vous donner ma petite, ma vérité. Donc vous faire le point de ce qu'il en est de cette question de dépénalisation de l'adultère tout simplement. Aimez-vous les uns les autres, respectez-vous et évitons tous d'ajouter des souffrances sur des souffrances parce que envoyer deux personnes en prison parce que l'une a trompé l'autre, c'est attentatoire à toutes nos libertés fondamentales. Priver quelqu'un de liberté, c'est diminuer la personne. Et s'il faut commencer à envoyer tous les hommes ou toutes les femmes infidèles en prison, il n'y aura plus de place là-dehors. Je n'encourage pas l'infidélité. Il y a des couples qui ne sont pas mariés du tout et qui sont fidèles, qui sont respectueux, qui respectent leurs relations, qui respectent leur couple. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'être marié pour être fidèle à votre partenaire. Si vous l'aimez, vous serez fidèle. Si vous ne l'aimez pas. Et puis, on est tous humains, donc des êtres faillibles. Ne vous accrochez pas là-dessus. Et je n'ai pas dit que j'encourageais la dépravation. Et je n'ai pas dit que j'encourageais les responsabilités des hommes. Parce qu'encore une fois, l'infidélité n'est pas que le fait de l'homme. Il y a beaucoup de femmes qui sont infidèles et j'en connais. Des femmes mariées, bien sûr. Des femmes mariées. Il y en a beaucoup qui sont infidèles. Donc, aujourd'hui, vouloir détourner le débat pour entretenir encore des discussions sur la question de la dépénalisation de l'adultère est pour moi, à mon avis, sans intérêt. Donc,
Je vous ai un peu présenté un peu l'historique, un peu le contexte, un peu les raisons qui m'ont amené parce que j'ai vu les souffrances. Il y a beaucoup de cas ici en France que j'ai dû traiter d'enfants qui sont devenus psychologiquement instables, qui ont eu plus tard des séquelles graves parce qu'on les a séparés de leurs parents, parce que l'un des parents a été en prison. La prison, c'est quelque chose de grave. C'est l'ultime, c'est la dernière, c'est l'extrême sanction pénale. L'extrême, c'est-à-dire que vous voyez même en France pour les gens qui ont détourné des millions d'euros et tout, parfois ils ont même, comment on appelle, des peines avec sursis, parce qu'il y a des personnes dont la réinsertion sociale peut s'avérer presque impossible quand il est passé par la prison. Personne, je sais pas, personne ne te prend dans une entreprise aussi compétente que tu sois avec un casier judiciaire sale. La prison, ça veut dire que ton casier judiciaire, il est sale, c'est fini, il est sale. Ton casier judiciaire est sale. Donc, en gros, tu fais une croix. Par exemple, vous êtes un jeune couple, vous avez tous les deux 25 ans ou 30 ans. Parce qu'un a trompé l'autre, l'autre va porter plainte, tu vas envoyer ton ami qui commence à peine sa vie en prison parce qu'il t'a trompé, mais quand même, soyons sérieux. Il y a le civil qui existe, on ne dit pas, on ne vous demande pas, je ne vous demande pas, ce n'est pas moi qui vous le demanderai, de pardonner les infidélités de vos maris, même si j'estime que quand il y a de l'amour, tout se pardonne. Mais ce n'est pas ce que je vous demande, je ne suis le directeur de conscience de qui que ce soit. Donc, je ne vous demanderai pas de le faire, mais je vous recommanderai, par contre, si votre mari venait à être infidèle et que son infidélité vous dérange, madame, le civil est là. Vous portez plainte, vous allez voir, ou même vous ne portez, vous allez voir une juge des affaires familiales, vous dites mon mari me trompe, elle va vous poser la question, madame, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous séparer de votre mari ou bien vous voulez... On peut déjà, même pour arriver au divorce, il y a tellement des étapes qui peuvent vous permettre de vous retrouver et puis de reconsidérer ce qu'il y a vraiment à reconsidérer entre vous pour que votre couple existe, pour que votre couple soit. Ce n'est pas un texte pénal qui va faire de votre mari un homme respectueux, un homme aimant, un homme fidèle. Ce n'est pas un texte de loi qui le fera. Vous vous jurez, les gens qui se marient, qui se jurent fidélité, c'est bien que vous jurez fidélité, encore faut-il le respecter. Mais ce n'est pas sous le joug de la contrainte pénale, mon Dieu. Bon, contrainte pénale, c'est tout autre chose, bon, c'est un peu pareil. Mais ce n'est pas sous le joug de la contrainte que vous allez faire de votre mari un homme, mon Dieu, vous allez faire de votre mari un homme respectueux, un homme fidèle, un homme honnête. Donc, ce n'est pas sous le joug d'une loi pénale que votre mari sera honnête, que votre mari sera respectueux. Ce n'est pas sous le joug d'un texte pénal que votre femme sera honnête, que votre femme sera aimante, que votre femme sera respectueuse et que votre femme sera fidèle. Dans tous les cas, l'adultère est du fait des deux. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont adultérines, il y a des hommes qui sont adultérins. Si votre mari venait à être adultérin et que ça vous dérange, si vous n'avez pas dans votre couple cette possibilité de discussion où vous vous asseyez, vous dites clairement les choses telles qu'elles se présentent, vous posez les questions de savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette situation d'infidélité, et bien si vous trouvez que non, apparemment vous ne vous retrouvez plus dans la relation, madame, allez-y voir le juge des affaires familiales. Dans chaque tribunal il y en a, je pense. Et puis vous lui expliquez votre problème, elle sera la mieux à même de vous conseiller. Maintenant, si vous savez déjà ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas continuer avec un homme qui vous a trompé une fois et que vous voulez divorcer malgré tous les intérêts communs, malgré que vous ayez des enfants, malgré que vous avez construit un patrimoine et tout, mesdames, vous partez demander votre divorce, vous avez les preuves à l'appui parce que oui, l'infidélité, c'est une cause de dissolution du lien de mariage si l'un des époux venait à s'en prévaloir. Donc, ne restez pas, désacraliser le mariage. Désacraliser le mariage, pas dans le sens de l'institution même, mais dans le sens où vous considérez encore aujourd'hui, en 2020, au 21e siècle, que le mariage est une réussite sociale. Le jour où vous allez enlever
que le mariage est une réussite sociale, c'est ce jour où vous allez arrêter de taire vos souffrances. C'est ce jour où vous allez vous marier par amour. C'est ce jour où vous allez vous marier parce que vous êtes sûr que oui, vous êtes tombé sur la bonne personne, parce que vous êtes sûr que oui, vous aimez la personne, vous n'en êtes pas seulement attiré, c'est parce que vous êtes sûr que oui, si jamais un jour il y a des problèmes comme l'infidélité et autres, des turbulences dans votre couple, vous saurez comment vous retrouver et le gérer de manière responsable. Marions-nous, enfin vous, moi je ne parle pas de mariage, vous qui vous mariez, mariez-vous par amour d'abord, ne vous mariez pas par nécessité, ne vous mariez pas parce que pour de mauvaises raisons en fait, parce que c'est quand on se marie pour de mauvaises raisons que la discussion est impossible dans le couple. Et ce n'est pas un texte de loi pénale, une pénalisation de l'adultère qui va ramener la discussion. Vous-même, est-ce que vous imaginez même le traumatisme? On te dit, tu envoies ton mari en prison parce qu'on est sous ces rapports-là de force de vouloir montrer, en tout cas, si tu me trompes, moi aussi je vais faire la vengeance, la détestation de l'autre parce que vous détestez les autres femmes, vous détestez les femmes, vous détestez vos semblables. Ce n'est même pas temps pour faire du mal à votre mari que vous réclamez toute la repénalisation de l'adultère. Vous le faites parce que vous voulez faire payer aux femmes avec lesquelles vos maris sont partis. Vous voulez à tout prix qu'elles soient en prison, mais comme malheureusement le législateur a dit que vous n'avez pas le droit de porter seulement plainte à la maîtresse. Si vous portez plainte à une personne, c'est à votre mari et automatiquement cette plainte a effet sur la maîtresse dont la maîtresse aussi est poursuivie. Si le législateur vous donnait la seule possibilité de porter plainte qu'à la maîtresse, ou bien au tiso, ou à l'amant, vous l'auriez fait depuis longtemps. Arrêtons de nous détester. Ce n'est pas le tiers à notre contrat de mariage qui va venir donner force, amour, respect à notre contrat de mariage. Il n'y a que nous-mêmes. Ce n'est pas le tiers. Donc, je vais m'arrêter là, il fait tard. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que les autres pourront faire un replay parce que j'ai fait ce live un peu tardivement. C'est la seule possibilité que j'ai pu trouver dans mon temps. Et donc, encore une fois, je vous aime. Encore une fois, je ne serai jamais celle qui va soutenir la dépravation de qui que ce soit. Mais j'estime que tous les êtres humains sont importants. J'estime que tous les êtres humains mérite de se faire respecter. Ce n'est pas parce que aujourd'hui vous êtes Chisa et que l'autre est marié que celui qui est marié devrait vous considérer avec dédain, devrait vous considérer de manière inhumaine et dégradante. Ce n'est pas parce que vous avez réussi socialement et que l'autre ne l'a pas fait que vous allez vous constituer supérieur à cette personne. Détrompons-nous parce que la vie ne se résout pas à cela. Tout le monde est important. Sortons de nos petites considérations et nous verrons qu'il y a beaucoup plus à donner aux autres que des simples qualificatifs. Et à toutes les femmes qui se sont décidées d'être des porte-voix, des porte-paroles de toutes les femmes, à toutes les femmes qui se disent être défenseuses des autres femmes, de la cause féminine, je vous prie d'arrêter dans vos discours de démontrer que vous ne vous occupez, que vous ne vous battez que pour une catégorie de femmes et non pas pour toutes les femmes. Parce que je ne comprends pas qu'une femme qui se lève pour dire qu'elle se bat pour toutes les femmes stigmatise les tchisas, stigmatise les prostituées et honorifie les femmes mariées, honorifie un certain nombre de choses. Et sachons tous une chose, personne n'est réceptif. Personne n'est réceptif par le déshonneur, par le désamour, par l'humiliation. Si vous voulez que vos sœurs, vos petites sœurs, vos filles soient réceptives à vos beaux discours de développement personnel, de conquérir le monde, il faut que vous restiez humaine, que vous ayez le courage de regarder ces personnes. Que toi, la femme mariée qui a réussi, qui est juriste, qui est tout ce que tu peux être,
Quand tu rencontres une prostituée, tu as le courage de regarder cette dernière dans les yeux. Tu as le courage de t'asseoir publiquement avec elle, de prendre un verre et ne pas craindre le regard des autres qu'on dise mais comment est-ce qu'une juge, comment est-ce qu'un procureur, comment est-ce qu'une avocate, comment est-ce qu'un médecin peut s'asseoir dans un bar prenant un verre avec une prostituée, c'est pas possible. Les femmes ne sont pas vos ennemis. Tout le pouvoir que les hommes ont sur nous, c'est vous qui le leur donnez. Au calme. C'est vous. Donc, aimons nos hommes, aimons nos sœurs surtout, aidons-les à sortir des situations de vulnérabilité, de précarité, de difficulté, pour qu'elles s'assument et pour qu'elles aient une vie honorable. Si des personnes pouvaient manquer de respect à des femmes que l'on considère antisociales, anti-vertueuses, enfin, qui ne sont pas vertueuses, comme les prostituées, comme enfin, les femmes qui n'ont pas fait d'études, qui sont souvent pris au second rang et tout, j'aimerais vous dire que ce sont des humaines comme vous et moi, et qu'elles ont aussi besoin de respect. Et j'aimerais vous dire qu'au lieu d'aller insulter la Tchisa dehors, au lieu d'aller insulter la Tchisa, aller faire des histoires avec elle, ce n'est pas elle qui a contracté le mariage avec vous, c'est votre mari. Donc s'il y a des griefs à faire à une personne, c'est à votre mari. Maintenant, si la discussion est devenue impossible entre vous, eh bien, séparez-vous. Parce qu'un couple qui n'a pas de discussion, je ne sais pas où il va, moi, quoi. Séparez-vous pour le bien des enfants, si vous les avez ensemble, pour votre propre bien à vous. Ça ne sert à rien d'aller essayer de se venger sur la Tchesa. Parce que, ce n'est pas, dans notre contexte gabonais, en moins que les choses aient changé, dans notre contexte gabonais, ce sont les hommes qui vont draguer les femmes, ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Et nous toutes, nous sommes humaines. Même, il y a plusieurs d'entre vous qui êtes des femmes mariées aujourd'hui, je ne viens pas pour faire un procès d'intention à qui que ce soit, qui êtes à un moment donné aussi sortis avec des hommes mariés quand vous étiez célibataire et vice-versa. Donc, les étiquettes dégradantes, arrêtons ça. La dépénalisation est la chose qui pouvait nous arriver d'humain au XXIe siècle, parce que le mariage, ce n'est pas une contrainte. Le mariage, c'est un contrat, une rencontre de volonté de deux personnes, de se faire ensemble. Et donc, s'il y en a un qui viole les règles de ce contrat, eh ben, on annule le contrat, on divorce. On divorce, mais avant de penser au divorce, il y a plusieurs moyens qui peuvent vous ramener tous les deux à la raison. Il y a l'intérêt des enfants, parce que moi, je vous le dis, je préfère encore. Vous allez me dire, ah, nanana, j'ai toujours des idées bizarres, mais j'assume mes idées et je suis sur mon raisonnement depuis un moment. Je préfère encore, non, ne faites pas endurer des souffrances aux enfants, parce que toutes les souffrances que peuvent endurer les enfants aujourd'hui, c'est des enfants que moi je parle, ce sont les enfants qui m'intéressent. Même dans mon combat contre la pénalisation de l'adultère, c'est ce que j'ai mis en avant, parce que j'ai fait des photos dans le truc que j'ai envoyé au gouvernement et tout, j'ai fait des photos où je montrais comment il y avait des enfants qui voyaient leurs deux parents, pour le cas de la Tchisa et l'homme marié, tous les deux en prison, et les enfants du mari avec sa légitime, et les enfants de l'autre côté du mari avec sa Tchisa, qui sont qui sont devant les barreaux en train de pleurer leurs parents. Vous voyez un peu l'image que ça reflète. Et toi qui es femme légitime, qui a envoyé ta femme en prison, tu auras le courage de dire quoi à tes enfants? Que tu as envoyé leur père en prison parce qu'il t'a trompé? Que tu as rendu orphelin un autre enfant dont tu prives de son père, de l'amour de son père, dont tu prives de sa mère, de l'amour de sa mère, de l'attention de sa mère, de l'entretien de sa mère, même si c'est pour une seconde. Une femme ne devrait pas avoir à faire subir cela à une autre. Ce n'est pas possible. Et surtout pas pour des questions de sexe, mon Dieu. Si ça ne va plus, tu divorces. Mais non, si tu ne peux pas divorcer parce qu'il y a d'autres raisons de confort, de tout le reste, ben écoute,
reste marié et supporte. Discute avec ton mari. La seule personne qui peut vraiment arrêter d'être infidèle, c'est ton mari. C'est ton mari. Donc, si votre mari venait à être infidèle, ça ne sert à rien d'aller vous bagarrer avec la tchisa ou la maîtresse, parce que tout ce que vous allez obtenir, c'est humiliation, honte. Alors que, si vous discutez avec votre mari et que la discussion est encore possible, parce que j'ai rencontré pas mal de couples aussi dont la discussion n'est vraiment pas possible du tout, dans ce cas, quand tout devient impossible et la discussion et tout le reste, vous partez voir un juge des affaires familiales, vous lui exposez votre problème. Si vous voulez, vous prenez votre avocat et puis vous commencez vos procédures, soit de réconciliation, tout ça, je ne sais pas trop quoi, soit des divorces. Et en divorçant, le divorce est un droit. Et en divorçant, vous avez la possibilité de refaire votre vie. Vous avez la possibilité de vous éviter les céphalées, les maux de tête, les AVC, parce que tout le temps, vous serez en train de penser que, mais il est où ce monsieur? Vous ne lui faites plus confiance, c'est fini, ça ne va pas revenir. Ça ne peut pas revenir comme ça du jour au lendemain quand on a perdu confiance en quelqu'un. Et donc, pour votre propre santé mentale, prenez les dispositions que la loi vous offre au civil. Et les dédommagements, vous pouvez les avoir parce que si votre mari vous trompe ou si votre femme, pour les hommes, vous trompe, eh ben, vous le faites saigner comme ça, vous faites saigner sa carte bancaire. Au divorce, il va vous dédommager. Il va vous dédommager, mais vraiment. Et puis vous partez vous reconstruire. Et mieux vaut, ce que je voulais dire tantôt, mieux vaut un couple séparé dans lequel la personne qui a pris la responsabilité de s'occuper des enfants, les enfants grandissent épanouis, que de voir un couple qui se déchire tous les jours, qui s'insulte tous les jours, qui se frappe tous les jours et devant les enfants. C'est des traumatismes qui ne quittent jamais la tête des enfants. J'ai eu à traiter des cas ici en France comme ça, des enfants qui ont été traumatisés parce que les parents étaient très violents entre eux, très jaloux, machin, donc ils se battaient, ils se frappaient devant les enfants. Et il y a certains enfants qui l'ont reproduit quand ils étaient grands, parce qu'ils pensaient que c'était la norme, qu'il fallait frapper sa femme. Ou il y a aussi des couples, même au Gabon, et j'en connais, où c'est la femme qui est physiquement plus forte. Donc, ce qui veut dire qu'ils se battent tous les jours, et c'est la femme qui frappe. Donc, il y a les violences conjugales aussi, ça aussi c'est un autre sujet sur lequel je me bats actuellement, parce qu'il faut que le législateur agisse. Parce que là, il faut vraiment qu'il y ait une législation sur les violences conjugales. Même si la pratique nous prouve qu'elles sont beaucoup plus du fait de l'homme, mais il y a aussi des hommes qui sont maltraités. Il y a aussi des hommes qui subissent des violences conjugales. Donc, il faut oser être honnête, de reconnaître nos responsabilités, de reconnaître nos torts. Bon, assez parlé. Demain, c'est une longue journée. Et encore une fois, pour toutes les personnes qui sont en France, faites très attention au coronavirus, c'est très dangereux, c'est vrai, il ne faut pas tomber dans la psychose, mais ça craint quand même, ça craint avec des révélations du président ce soir, ça craint, c'est pas rassurant du tout, on a vraiment peur de tout et de rien, et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous préserve du pire, que le pire ne nous atteigne pas. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous voudriez avoir beaucoup plus de détails sur ce processus de dépénalisation, enfin sur cette dépénalisation de l'adultère qui a été faite, ou même sur toute autre question, je suis à votre entière disposition, à la hauteur de mes possibilités pour vous répondre. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi et ciao, ciao. Espoir conscient.